Mes chers spectateurs, écoutez-moi. Je m'appelle Emily Jeanne Wilson, j'ai 75 ans et je suis face à une vérité cruelle. Le cancer du pancréas, stade 4, me ronge et ne me laissera pas voir un autre été. Mais avant que la mort ne m'emporte, je dois vous raconter une histoire qui brûle mon âme, une histoire de douleur, de honte et de survie face à l'horreur d'un grand-père monstre qui a tenté de détruire une petite fille innocente. Cette confession n'est pas pour moi, mais pour vous, pour celles et ceux qui souffrent en silence, croyant qu'il n'y a pas d'issue. Il y en a une, je vous le jure. Si mon histoire vous touche, je vous en prie, laissez un « j'aime » sur cette vidéo et commentez « Force à Emily » pour me donner le courage de continuer. Votre soutien est mon oxygène dans ces moments sombres. Je suis née dans un taudis à Wilmington Creek, à quelques kilomètres de la ville. Un endroit où la misère suintait des murs comme la pluie à travers un toit troué. Notre maison n'était qu'une cabane en bois pourri, avec un sol en terre battue et un toit si fragile qu'on voyait les étoiles par les nuits claires. Nous vivions là, entassés comme des bêtes. Ma mère, Clara, une femme brisée par la vie. Ma grand-mère, Rose, clouée au lit par des jambes enflées qui ne pouvaient plus la porter. Et mon grand-père, Harold, un homme massif, brutal, dont l'ombre planait sur nous comme une malédiction. Mon père, il n'a jamais existé pour moi. Il a disparu lorsque Clara, à peine âgée de 15 ans, a découvert qu'elle était enceinte. Cet homme dans la vingtaine, incapable d'assumer ses responsabilités, l'a abandonnée sans un regard en arrière. Clara est revenue chez ses parents, la tête basse, portant dans son ventre une honte que, dans ces années-là, une fille-mère ne pouvait effacer. Harold ne lui a jamais pardonné ce qu'il appelait son péché. C'était un homme imposant, avec des sourcils épais qui se rejoignaient lorsqu'il était en colère, et il l'était presque tous les jours. Il travaillait à l'usine de papier, de l'aube au crépuscule, et rentrait à la maison puant la sueur aigre, la pulpe de bois et le whisky bon marché. Chaque soir, après avoir vidé la moitié d'une bouteille, il crachait son venin sur Clara. « C'est toi qui as écarté les jambes pour le premier venu. Maintenant, assume !» Ou encore, « Tu as mis ce bâtard au monde, c'est ta croix à porter. » Ces mots, je les ai entendus dès mon plus jeune âge, gravés dans ma mémoire comme des coups de couteau. Je grandissais en sachant que j'étais un fardeau, une erreur, une malédiction. Clara ne répondait jamais. Elle travaillait comme lavandière pour des familles riches, partant avant l'aube et revenant les mains rouges, les épaules voûtées par l'épuisement. Elle parlait peu, souriait encore moins. La vie lui avait volé toute envie de se battre. Ma grand-mère, Rose, était plus douce, mais seulement quand Harold n'était pas là. Elle me racontait des histoires, m'apprenait des chansons, caressait mes cheveux jusqu'à ce que je m'endorme. Mais dès qu'elle entendait ses pas lourds approcher, elle m'envoyait dans ma chambre, baissait la tête et se taisait. « L'homme de la maison doit être respecté », murmurait-elle comme une prière apprise par cœur. Pourtant, c'est elle qui m'a appris à lire en cachette, traçant des lettres et des chiffres avec des brindilles sur la terre du jardin, effaçant tout avant qu'Harold ne rentre. « Les filles n'ont pas besoin d'école », hurlait-il quand Clara osait parler de m'inscrire. « Elle finira comme sa mère, engrossée par le premier idiot venu. » Notre maison n'avait que 2 pièces, un salon qui servait aussi de cuisine, avec un poêle à bois dans un coin et une table bancale au centre, et une chambre où nous dormions tous. Clara et moi sur un tapis à même le sol, mes grands-parents sur un lit de fortune en bois qui grinçait sous leur poids. La salle de bain, une cabane en paille au fond du jardin, avec un trou dans le sol qui empestait l'été et débordait pendant la saison des pluies. Nous mangions ce que nous pouvions, des haricots avec du pain de maïs, parfois du poisson quand un voisin partageait une prise, ou des bananes, plantains bouillis pour calmer la faim. La viande était rare, réservée aux grandes occasions ou aux jours où Harold, après avoir dilapidé sa paye en beuverie, ramenait un morceau de viande séchée pour apaiser sa culpabilité. La vie était dure,
Mais nous survivions. Clara travaillait sans relâche, prenant des emplois de ménage, de lessive, tout ce qui se présentait. Moi, j'aidais dès mon plus jeune âge, apprenant à laver, repasser, cuisiner. Rose s'affaiblissait à chaque hiver, ses jambes enflant davantage, sa respiration devenant un râle constant. Et Harold. Harold était un homme difficile, bruyant, violent. Il frappait Clara pour un rien, une soupe sans sel, une chemise mal repassée, un regard qu'il jugeait insolent. J'ai grandi en le craignant, me cachant quand j'entendais ses pas, tremblant quand sa voix s'élevait. Mais tout a empiré lorsque j'ai eu 12 ans et que mon corps a commencé à changer. Soudain, son regard sur moi n'était plus seulement colérique ou impatient. C'était autre chose, quelque chose de sale, de malsain, qui me donnait envie de disparaître. Il a commencé à faire des remarques lorsqu'il passait près de moi. « Tu deviens une petite femme, hein? » Ou « Qui aurait cru que tu remplirais comme ça? » Ces mots me faisaient frissonner de dégoût, comme si des insectes rampaient sur ma peau. Rose l'a remarqué. Un jour, elle m'a appelé près de son lit, a pris ma main avec ses doigts noueux et enflés et a murmuré « Ne reste jamais seul avec ton grand-père, mon enfant. S'il arrive et que ta mère n'est pas là, va chez Madame Lila. Invente n'importe quelle excuse, mais ne reste pas ici. » Enfin, je ne comprenais pas tout à fait, ou peut-être ne voulais-je pas comprendre, mais j'ai commencé à être plus prudente, évitant d'être à la maison quand Clara était absente. J'allais à l'école, même sans fourniture, restant après les cours pour aider l'institutrice à nettoyer la classe, juste pour ne pas rentrer tôt. Les week-ends, je proposais mon aide aux voisins. Garder leurs enfants, balayer leurs cours, tout ce qui me tenait éloigné de la maison. Mais il y avait une voisine, Madame Lila, une femme aigrie et médisante, qui semblait prendre plaisir à nous juger. Elle passait ses journées à espionner, colportant des ragots sur Clara, disant qu'elle provoquait Harold avec son comportement de femme légère. Ces mots, murmurés dans les ruelles, revenaient à mes oreilles comme des coups de fouet. Comment osait-elle? Clara, qui se tuait au travail, qui ne levait jamais les yeux, qui portait la honte de sa jeunesse comme une chaîne. Lila n'avait aucune idée de l'enfer que nous vivions, mais elle ajoutait du sel sur nos blessures avec ses paroles venimeuses. Et puis, il y a eu cet incident qui m'a brisé davantage. J'avais un journal, un vieux carnet usé que j'avais trouvé dans les affaires de Rose. C'était mon refuge, l'endroit où je pouvais écrire mes pensées, mes peurs, mes rêves d'un avenir loin de Wilmington Creek. Je le cachais sous une planche du plancher, croyant qu'il était en sécurité. Mais un soir, Harold l'a trouvé. Il était ivre, comme toujours, et il a arraché les pages une à une, les lisant à haute voix devant Clara et Rose, riant de mes mots, de mes espoirs. « Regardez-moi cette petite prétentieuse. Elle pense qu'elle va devenir quelqu'un. » Puis, sous mes yeux horrifiés, il a jeté le carnet dans le poêle, le regardant brûler tandis que je pleurais, impuissante. « Ça t'apprendra à rêver au-dessus de ta condition. » a-t-il rugi. Ce soir-là, j'ai senti une partie de moi s'éteindre, consumée par les flammes avec mes mots. Lila, bien sûr, a entendu parler de l'incident, probablement parce que Harold s'en était vanté à l'usine, et elle a répandu l'histoire, disant que j'étais une gamine insolente qui méritait une leçon. Cette trahison, cette humiliation publique, m'a rempli d'une rage sourde, d'une envie de hurler contre l'injustice, mais je n'avais que 12 ans et ma voix ne portait pas. Tout a culminé un samedi d'octobre, un week-end de tempête où la pluie transformait les rues en rivières de boue rouge. Clara était partie livrer du linge propre à une ferme à 3 miles de là et ne reviendrait que le lendemain. Rose était plus malade que jamais, terrassée par une fièvre qui la faisait délirer. Je m'occupais d'elle de mon mieux, posant des linges humides sur son front, lui donnant de l'eau à petites gorgées, priant toutes les prières que je connaissais. C'est alors que la porte d'entrée a claqué violemment. Harold était rentré plus tôt que d'habitude,
trempée par la pluie et empestant le whisky. « Où est-ce la bouffe » a-t-il hurlé depuis le salon. « Je la prépare, grand-père » ai-je répondu, quittant la chambre. « J'étais avec grand-mère, sa fièvre ne tombe pas. » Il m'a regardé d'un air qui m'a glacé sur place. Ses yeux, troubles par l'alcool, parcouraient mon corps d'une manière qui me donnait envie de vomir. « Ta grand-mère a déjà un pied dans la tombe, de toute façon, » a-t-il grogné. « J'ai faim, j'ai froid, je veux manger et me réchauffer. » Keti kamon kimkik. La façon dont il a dit « me réchauffer » m'a fait trembler de la tête aux pieds. Je voulais fuir, mais où aller? La tempête battait son plein, le toit tremblait sous les bourrasques, et la boue envahissait tout dehors. Je vais allumer le feu et préparer du pain de maïs, ai-je balbutié, essayant de m'éloigner vers la cuisine. Mais il m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau comme des griffes. « Le feu que je veux, c'est pas celui qu'on allume sur un poêle », a-t-il sifflé. Ce qui s'est passé ensuite a été à la fois rapide et éternel. Il m'a traîné dans la chambre, m'a jeté sur le tapis où je dormais. Son poids m'écrasait, son odeur de sueur et de pulpe de bois me donnait la nausée. La douleur me déchirait comme si j'allais me briser en deux. J'ai crié, supplié, appelé ma mère, Dieu, n'importe qui pour me sauver de cet enfer. Mes hurlements se perdaient dans le fracas de la pluie et je pensais que tout était fini, que j'allais mourir sous ses mains immondes. Mais alors, l'impensable s'est produit. Rose, cette femme qui pouvait à peine se lever pour aller aux latrines, était debout à la porte de la chambre. Je ne sais pas d'où elle tirait cette force. Peut-être la fièvre, peut-être un miracle, mais elle tenait dans ses mains la statue en bois de Saint-Michel, celle qui trônait sur l'autel improvisé du salon. « Lâche-la, démon !» a-t-elle crié, sa voix faible mais pleine d'une fureur que je n'avais jamais entendue. Harold a ri, un rire gras et méprisant, continuant son acte immonde, comme si elle n'était qu'une mouche agaçante. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte dans un fracas. Clara était là, trempée jusqu'aux os. La pluie avait fait déborder le ruisseau, bloquant le chemin vers la ferme, et elle était rentrée plus tôt. Elle est restée figée un instant, ses yeux écarquillés d'horreur face à la scène. Puis, un cri a jailli de sa gorge, un cri inhumain, chargé de 20 années d'humiliation, de peur, de soumission. Elle s'est jetée sur Harold comme une lionne protégeant son petit, ses ongles s'enfonçant dans son cou, faisant jaillir le sang. Il m'a lâché, se débattant, hurlant des insultes, essayant de la repousser. Je me suis traînée dans un coin, tirant les lambeaux de mes vêtements pour me couvrir, mon corps entier hurlant de douleur. Harold a réussi à projeter Clara contre le mur. Elle est tombée lourdement, mais s'est relevée presque immédiatement, les yeux brillants d'une rage que je ne lui connaissais pas. Rose, toujours à la porte, tenait la statue de Saint-Michel. Harold ne l'a pas vue. Il s'est avancé vers Clara, sa ceinture à la main. « Tu vas voir ce qui arrive à une femme qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, » a-t-il. Mais à cet instant, Rose, cette vieille femme malade, a abîmé la statue sur son bras avec une force qui semblait divine. Le bois a frappé dans un craquement sec et Harold s'est immobilisé, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Puis il s'est écroulé de côté, renversant la table dans sa chute. Un silence oppressant s'est abattu, seulement troublé par la pluie et nos respirations haletantes. Nous trois, moi, Clara, Rose, fixions le corps d'Harold étendu sur le sol, un filet de sang coulant de son bras et se mêlant à la poussière. « Est-il mort ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Clara s'est approchée lentement, comme on approche un serpent qui pourrait feindre la mort. Elle s'est agenouillée, a posé sa main sur son cou, cherchant un pouls. Puis elle s'est tournée vers nous, son visage mêlé d'horreur et de soulagement. Il respire encore, mais il est mal en point. Rose, épuisée, a laissé tomber la statue et s'est affaissée contre le mur. « S'il se réveille, il nous tuera toutes les trois, » a-t-elle dit, sa voix plus ferme que jamais. « Clara,
tu sais ce qu'il faut faire. » À son... Elles se sont regardées, un échange silencieux, une décision prise sans mots. Clara a hoché la tête, a pris une profonde inspiration, puis s'est tournée vers moi. « Va chez Madame Lila. Dis que tu as peur de l'orage, que nous t'avons demandé de passer la nuit là-bas. Ne dis rien de ce qui s'est passé ici. Si on lit, dis qu'Harold est parti avant que la pluie ne s'intensifie et qu'il n'est pas revenu. » « Mais, maman, et vous? Qu'est-ce que vous allez faire? » ai-je supplié. « Moins tu en sais, mieux c'est. Va, ma fille, fais confiance à ta mère. » J'ai regardé Rose, espérant un signe pour rester, mais elle m'a fait un signe de tête pour obéir. J'ai couru sous la pluie, indifférente à la boue qui m'engloutissait, à l'eau qui me trempait jusqu'aux os. Je courais comme si le diable était à mes trousses, et d'une certaine manière, il l'était. Chez Madame Lila, j'étais dégoulinante, tremblante, non pas de froid, mais de terreur et de la douleur qui pulsait dans tout mon être. « Mon Dieu, petite, que s'est-il passé? » a-t-elle demandé. J'ai répété l'histoire que Clara m'avait dictée. J'avais peur de l'orage, la maison fuyait, elle m'avait envoyé ici. Lila n'a pas posé plus de questions. Elle m'a donné des vêtements secs appartenant à sa fille, partie depuis longtemps, et un bol de soupe chaude. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais le poids d'Harold, son odeur, la douleur. Je voyais la statue de Saint-Michel, le sang sur le sol. Je me demandais ce que Clara et Rose avaient fait après mon départ. Étaient-ils réveillés? Les avaient-ils tués? Le lendemain, la pluie s'était calmée. J'ai remercié Lila et suis rentrée, chaque pas pesant comme du plomb. En arrivant, j'ai trouvé Clara balançant la cour, comme si c'était une journée ordinaire, mais son visage était serein, presque paisible. Lorsqu'elle m'a vue, elle a souri, un sourire fatigué mais réel. « Bonjour, ma fille. As-tu bien dormi chez Madame Lila? » J'ai regardé autour, cherchant un signe de la nuit précédente. La cour était propre. À l'intérieur, le sol avait été lavé, la table remise en place. Pas de traces de lutte, pas de sang, et pas d'Harold. « Où est-il? » ai-je demandé, n'osant prononcer son nom. « Ton grand-père? Il est parti. Il ne reviendra pas. » La fermeté de sa voix m'a fait comprendre que je ne devais pas poser plus de questions. Pas là, pas à ce moment. J'ai entré dans la maison, méfiante face à ce calme étrange. Rose était au lit, comme toujours, ses mains tremblantes tenant d'un chapelet. En me voyant, elle m'a fait signe d'approcher. « Ma petite fille, » a murmuré elle, « plus jamais personne ne te fera de mal dans cette maison, plus jamais. » Quelque chose dans sa voix, dans son regard, m'a convaincu que c'était vrai. Harold, où qu'il soit, ne reviendrait pas nous tourmenter. Mais la rage bouillonnait en moi. Pas seulement contre lui, mais contre ce monde qui nous avait laissés seuls face à un tel monstre. Contre Madame Lila, dont les ragots empoisonnaient notre existence. Contre les voisins qui détournaient les yeux quand Harold nous frappait. Contre cette société qui jugeait Clara pour sa jeunesse, mais fermait les yeux sur les crimes d'un homme. Cette colère, je la portais en moi comme une braise, prête à tout consumer. Mais ce soir-là, dans l'obscurité de notre taudis, une lueur d'espoir naissait. Nous étions libres. Pour combien de temps, je l'ignorais. Mais pour la première fois, je sentais que nous avions une chance de respirer. Mes chers spectateurs, imaginez-vous arriver dans une ville étrangère, un lieu où chaque rue, chaque visage est un mystère, où l'espoir d'un nouveau départ se mêle à la peur que le passé vous rattrape. C'est ainsi que j'ai posé le pied à Savannah, une adolescente brisée, portant les cicatrices d'une nuit d'horreur à Wilmington Creek, poursuivie par la terreur que mon grand-père, Harold, puisse encore être en vie quelque part, prêt à nous détruire. Cette ville, avec ses immeubles imposants et ses foules bruyantes, était à la fois une promesse de liberté
et une prison d'incertitude. Je vais vous raconter comment nous avons lutté pour reconstruire nos vies, comment chaque pas en avant était un combat contre les ombres du passé et contre un monde qui semblait décidé à nous écraser. Si mon histoire vous touche, je vous en prie, laissez un « j'aime » et commentez « Force à Émilie » pour me donner la force de continuer à partager ce fardeau. À Savannah, nous nous sommes installés dans une pension miteuse près du port, un réduit sombre où Clara, ma mère, Rose, ma grand-mère, et moi partagions un lit étroit. La salle de bain commune au bout du couloir était toujours occupée et l'odeur de poisson pourri du port s'infiltrait dans les murs. Clara a trouvé un emploi dès le 2e jour, nettoyant les maisons des riches dans le quartier historique. Elle partait avant l'aube, revenant avec des mains gercées et un regard vide, comme si la vie l'avait vidée de toute énergie. Rose, elle, s'affaiblissait de jour en jour. L'air humide de la ville, mêlé à la pollution des usines, attaquait ses poumons fragiles. Elle toussait sans arrêt, incapable de dormir, ses articulations déformées par le rhumatisme, la faisant grimacer à chaque mouvement. Pourtant, même dans sa faiblesse, elle trouvait les mots pour me réconforter. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma petite, » murmurait-elle. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai aidé à te sortir de cet enfer. Maintenant, je peux reposer en paix. Moi, je m'occupais de Rose, changeant ses linges, lui donnant ses remèdes, essayant de garder la tête haute malgré les cauchemars qui me réveillaient en sursaut. Chaque nuit, je revivais l'attaque d'Harold, son poids écrasant, son souffle fétide, la douleur qui me déchirait. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, convaincu qu'il était là, dans l'ombre, prêt à finir ce qu'il avait commencé. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Clara travaillait jusqu'à l'épuisement, Rose luttait pour respirer, et moi, à 13 ans, je devais être forte pour elle. C'est alors que nous avons rencontré Mademoiselle Evelyne, une sage-femme du quartier, une femme noire d'une 50aine d'années, veuve avec un sourire chaleureux et des mains qui semblaient guérir par leur simple toucher. Elle est venue un matin avec un bol de gruau, disant qu'elle voulait accueillir les nouvelles voisines. En voyant l'état de Rose, elle n'a pas hésité. « Cette femme a besoin d'un thé de feuilles de mûrier avec du miel de Tupelo », a-t-elle déclaré avant de repartir chercher ses remèdes. Le thé n'a pas guéri Rose. À ce stade, rien ne le pouvait, mais il a apaisé sa toux, lui offrant un peu de répit. Evelyne est devenue une présence constante, apportant des herbes, des prières et une affection qui nous manquait cruellement. Quand je lui ai vaguement parlé de ce qui s'était passé à Wilmington Creek, sans entrer dans les détails sordides, elle m'a pris la main avec force. « Une femme n'est pas née pour être le punching ball d'un homme », a-t-elle dit, les yeux brillants de colère. « Ta mère et ta grand-mère ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, regarde devant toi et reconstruis. » Grâce à Evelyne, j'ai décroché mon premier emploi. Sa sœur, Madame Clara, ironiquement nommée comme ma mère, tenait un étal de fruits au marché des fermiers et avait besoin d'aide. Le salaire était misérable. Quelques pièces, des fruits abîmés que je ramenais à la maison. Mais c'était un début. Je me levais à 4 heures du matin, aidais à installer l'étal et passais la journée à crier « Regardez les bananes, regardez les pêches, fraîches et sucrées !» Qu'est-ce qui c'est que... Ici. Mes pieds gonflaient à force de rester debout, mais chaque centime gagné allait dans une boîte à tabac vide que je cachais sous le matelas. L'argent d'une femme doit être caché, même des fourmis, m'avait appris Evelyne. On ne sait jamais quand il faudra fuir ou se défendre. Mais la vie à Savannah n'était pas qu'un combat pour survivre. L'école est devenue un autre champ de bataille. Et c'est là que j'ai rencontré Marguerite, une peste arrogante, fille d'un riche avocat, qui semblait déterminée à faire de ma vie un enfer. Avec ses amis, elle se moquait de mon accent campagnard, de mes vêtements rapiécés, de ma timidité.
Regardez la paysanne qui pense qu'elle peut jouer les savantes, riait-elle dans les couloirs, assez fort pour que tout le monde entende. Un jour, elle a poussé l'humiliation plus loin. Elle a volé mon cahier de notes, mon trésor, rempli des leçons que Rose m'avait appris à écrire, et l'a montré à toute la classe, lisant mes phrases maladroites à haute voix, imitant mon accent avec des rires cruels. Elle vient de la campagne, elle doit puer le fumier, a-t-elle lancé, déclenchant l'hilarité générale. J'ai senti une rage bouillir en moi, une envie de la frapper, de lui arracher son sourire narquois. Mais j'ai ravalé mes larmes, ramassé mon cahier déchiré et juré en silence que je lui prouverais qu'elle avait tort. Marguerite incarnait tout ce que je détestais, l'arrogance des privilégiés, ceux qui écrasent les autres sans jamais connaître la douleur. Cette colère m'a poussé à travailler plus dur. Avec l'aide de mademoiselle Zoé, une ancienne enseignante à la retraite, j'ai commencé à rattraper mon retard scolaire. Zoé vivait dans le quartier historique, dans un appartement rempli de livres qui sentaient le café frais et les biscuits au beurre. 3 fois par semaine, après mon travail au marché, je me rendais chez elle. Elle m'enseignait les mathématiques, l'anglais, les sciences, tout ce dont j'avais besoin pour réussir les examens d'entrée au lycée. Mais plus que des leçons, elle m'a appris à croire en moi. « Tu n'es pas une victime, Émilie », me disait-elle, ses yeux perçants derrière ses lunettes. « Tu es une survivante. Ce qui t'est arrivé ne te définit pas. C'est juste un chapitre douloureux d'une histoire que tu es encore en train d'écrire. » Mais un autre coup dur m'attendait, une trahison qui a ravivé ma colère contre ce monde injuste. Désespéré de trouver un sens à ma douleur, j'ai commis l'erreur de me confier au pasteur Jacques, un homme respecté du quartier qui prêchait l'amour et la famille chaque dimanche. Je pensais qu'il comprendrait, qu'il m'offrirait un peu de réconfort spirituel. Mais lorsque je lui ai parlé, vaguement, de l'abus d'Harold et de la nuit où tout a basculé, il m'a regardé avec un mélange de mépris et de condescendance. « Les jeunes filles exagèrent souvent ces choses-là, » a-t-il dit, son ton mielleux cachant à peine son jugement. « Peut-être as-tu mal compris les intentions de ton grand-père. Les hommes ont parfois des manières brusques, mais il faut pardonner. » Pardonner? Ce mot m'a frappé comme une gifle. Cet homme, qui se prétendait guide spirituel, osait minimiser mon enfer, me faisant passer pour une menteuse, une gamine capricieuse. J'ai quitté son bureau tremblante de rage, jurant de ne plus jamais chercher de l'aide auprès de ceux qui se drapent dans une fausse morale. Jacques, avec ses sermons hypocrites, incarnait tout ce qui me révoltait. Ceux qui ferment les yeux sur la souffrance des femmes pour protéger les monstres. Malgré ses coups, la vie continuait. Clara a été promue cuisinière dans la maison où elle travaillait, gagnant un peu mieux, rapportant parfois des restes ou des vêtements usagés pour moi. Nous avons quitté la pension pour louer une petite cabane dans un quartier pauvre à l'est de la ville. C'était modeste, mais c'était à nous, sans voisins collés au mur, sans queue pour la salle de bain. J'ai trouvé un nouvel emploi grâce à M. Thomas, un pharmacien bienveillant qui m'a embauché comme caissière dans son drugstore en centre-ville. Il a vu mon intérêt pour les médicaments, les noms compliqués, les formules. « Tu apprends vite, petite », me disait-il quand je lisais les étiquettes des flacons pendant mes pauses. Il m'a appris les bases. Organiser les médicaments, reconnaître les génériques, conseiller les clients sur des posologies simples. Ce travail m'a donné un but, une lueur d'espoir que je pouvais devenir quelqu'un, malgré tout. Mais les blessures du passé ne disparaissaient pas. À l'école, je restais discrète, évitant les garçons comme la peste. Le moindre contact visuel avec un homme me faisait trembler, me donnait la nausée. Les cauchemars persistaient, me ramenant à cette nuit pluvieuse où j'avais cru mourir. Marguerite et ses amis continuaient leur moquerie et l'hypocrisie du pasteur Jacques me hantait.
Chaque regard de pitié, chaque chuchotement dans mon dos ravivait ma colère contre un monde qui semblait protéger les bourreaux et blâmer les victimes. Pourquoi étais-je jugé pour ma pauvreté, mon accent, mon passé, tandis qu'Harold, où qu'il soit, échappait à toute justice? 6 mois après notre arrivée à Savannah, Rose nous a quittés. Elle est morte dans son sommeil, paisiblement, comme une bénédiction après tant de souffrance. Je me suis réveillée ce matin-là au son des sanglots étouffés de Clara. Le visage de Rose, enfin débarrassé des rides de douleur, semblait en paix. Nous n'avions pas d'argent pour un cercueil, encore moins pour des funérailles. Mais Evelyn a pris les choses en main. Elle a mobilisé les femmes du quartier, des lavandières, des domestiques, des vendeuses comme elle, et chacune a donné ce qu'elle pouvait. Une connaissait un employé de pompe funèbre qui a offert un prix réduit. Une autre avait un cousin fossoyeur qui a arrangé une place au cimetière. Une vieille dame a apporté des fleurs de son jardin. Ce jour-là, voyant ces femmes, pour la plupart des inconnus, s'unir pour nous aider, j'ai compris une vérité profonde. Il existe une force unique, née de la solidarité des femmes, une force qui n'a rien à voir avec les muscles ou la violence, mais avec l'entraide, avec la compréhension silencieuse de celles qui ont connu la douleur. La mort de Rose a laissé un vide immense, mais elle nous a aussi libérés. Sa souffrance, d'une certaine manière, maintenait notre douleur en vie. Après son enterrement, un poids s'est levé de nos épaules. Clara a décidé qu'il était temps pour moi de retourner à l'école. « Ma fille ne passera pas sa vie à vendre des fruits au marché », a-t-elle déclaré avec une fermeté nouvelle. « Elle aura une éducation. Elle deviendra quelqu'un. » Elle m'a inscrite dans une école publique près de chez nous. J'avais 14 ans, mais je devais commencer en première année, plus vieille que mes camarades, trop grande pour les pupitres. Les enfants se moquaient de mon accent, de mes vêtements, de ma timidité. Marguerite, qui fréquentait la même école, continuait ses attaques, répandant des rumeurs que j'étais souillée, que je venais d'un endroit où les filles comme moi finissaient mal. Chaque mot était une aiguille plantée dans mon cœur, ravivant ma rage contre ceux qui jugent sans savoir, qui condamnent sans comprendre. Mais je ne me suis pas laissée abattre. Je me suis plongée dans mes études, travaillant le matin à l'école, l'après-midi au marché et le soir chez Zoé. J'arrivais chez nous épuisée, mais je trouvais encore l'énergie d'étudier à la lumière d'une lampe à pétrole. Parfois, je m'endormais sur mes cahiers et Clara me couvrait, éteignait la lampe et déposait un baiser sur mon front. Peu à peu, la vie s'améliorait. Clara a obtenu un emploi stable comme cuisinière dans un restaurant en centre-ville, avec des dimanches libres. J'ai progressé rapidement à l'école, sautant des classes. L'institutrice, Mademoiselle Eunice, a remarqué le changement en moi. Avant, j'étais joyeuse, bavarde. Après cette nuit pluvieuse, j'étais devenue silencieuse, renfermée, apeurée. Elle a essayé de me parler, de comprendre, mais je ne pouvais rien dire. Ce secret devait rester Amph Hawkins, enfoui aussi profondément qu'Harold devait l'être. Mais alors que nous commencions à respirer, à espérer que le cauchemar était derrière nous, les murmures de Wilmington Creek ont commencé à nous rattraper. Les voisins, menés par la langue venimeuse de Madame Layla, chuchotaient que la disparition d'Harold était étrange, qu'il n'était peut-être pas parti de son plein gré. Leurs regards suspicieux suivaient Clara au magasin, leurs questions à demi-mot sur la dernière fois où nous l'avions vue devenaient insupportables. Layla, avec sa cruauté habituelle, avait même osé suggérer à une amie de Clara que quelque chose de louche s'était passé cette nuit-là, attisant les soupçons. Cette femme, qui n'avait jamais levé un doigt pour nous aider, qui avait répandu des mensonges sur notre compte, continuait à empoisonner nos vies, même à des kilomètres de distance. Ma colère contre elle, contre ce village qui nous avait laissé souffrir, était à son comble. Comment osait-il nous juger, nous qui avions survécu à l'enfer?
Un soir, après le dîner, Clara a pris une décision qui allait changer nos vies. « Nous partons d'ici », a-t-elle annoncé, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Cette terre ne veut plus de nous, et nous n'en voulons plus non plus. »« Où irons-nous » ai-je demandé, terrifiée à l'idée de quitter le seul endroit que je connaissais. « À Savannah, pour de bon », a-t-elle répondu. « Une grande ville où personne ne nous connaît, où nous pouvons recommencer sans se passer, sans cette histoire qui pèse sur nos épaules. » Rose, déjà très malade, a simplement hoché la tête. « C'est pour le mieux. Ici, les murs ont des oreilles, et les oreilles ont de grandes bouches. » Et ainsi, par un matin brumeux, nous avons chargé nos maigres possessions, des vêtements usés, des casseroles, le matelas de Rose, une image de la Vierge Marie, dans une charrette empruntée à un voisin plus aimable. Nous avons laissé derrière nous la cabane en bois, la cour où j'avais joué enfant, l'arbre à pommes chargé de fruits. Nous avons laissé les voisins curieux, les questions sans réponse, les chuchotements malveillants. Nous avons laissé le ruisseau qui avait emporté Harold, et avec lui, cette nuit d'horreur. À la gare routière, Clara a acheté 3 billets aller simple pour Savannah. Lorsque l'autobus s'est éloigné, j'ai regardé par la fenêtre poussiéreuse, voyant Wilmington Creek rapetisser au loin, les maisons en bois se fondant dans la terre. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, un mélange de soulagement et de peur de l'inconnu. « Ne regarde pas en arrière, ma fille », a murmuré Clara, tenant ma main. « Ce qui est passé est passé. Désormais, regarde seulement devant toi. » À ce moment-là, je ne savais pas ce qui nous attendait. Je ne savais pas que la vie en ville serait si différente, si difficile et en même temps pleine de possibilités que je n'avais jamais osé rêver. Je ne savais pas que Rose ne survivrait pas plus de quelques mois dans cette nouvelle vie. Je ne savais pas que je laissais derrière moi non seulement un lieu, mais une version de moi-même. La petite fille innocente morte cette nuit pluvieuse, cédant la place à une autre, marquée par la douleur, mais aussi par une force qui ne vient qu'après avoir survécu à l'impossible. Tout ce que je savais, c'était que ce qui nous attendait serait meilleur que ce que nous laissions derrière. Et cela, à ce moment-là, suffisait à me donner le courage de continuer le voyage. Die Jahre in Savannah hatten mich zu einer Frau geformt, die trotz der Narben von Willow Creek lernte, aufrecht zu stehen. Doch gerade als ich dachte, die Dunkelheit läge hinter mir, kehrte die Vergangenheit zurück, mich mit neuer Wut und altem Schmerz zu konfrontieren. Ich, Sarah Ann Miller, stand kurz vor meinem Abschluss an der Krankenpflegeschule, war verlobt mit James, einem Mann, der mein Vertrauen langsam wieder aufbaute, und arbeitete in einem Krankenhaus, wo ich anderen half, ihre Wunden zu heilen. Doch die Schatten von damals und die giftigen Zungen, die uns nie losließen, drohten alles zu zerstören, was ich mir aufgebaut hatte. Diese Geschichte ist für all jene, die in Stille leiden, die glauben, dass die Vergangenheit sie für immer fesselt. Es gibt einen Ausweg und ich bin der Beweis. Wenn meine Worte euch berühren, hinterlasst ein 1 in den Kommentaren und klickt auf Gefällt mir, anderen Mut zu machen, ihre Stimmen zu erheben. Jeder Kommentar ist ein Schrei gegen das Schweigen, das Täter schützt und Opfer verdammt. Bleibt bei mir, während ich euch erzähle, wie ich einem Monster ins Gesicht blickte und dennoch triumphierte. Meine Arbeit im Krankenhaus, in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, war mein Anker. Hier fand ich meinen wahren Ruf. Frauen zu helfen, besonders jenen, die Gewalt erlitten hatten, so wie ich. Eine neue Mentorin trat in mein Leben, Dr. Margaret, eine Ärztin mit scharfer Zunge und einem Herzen aus Stahl, die keine Ungerechtigkeit duldete. Sie sah mein Talent, meine Empathie und ermutigte mich, mich auf die Betreuung von Opfern sexueller Gewalt zu spezialisieren. Du hast etwas, das man nicht lernen kann, sagte sie, die Fähigkeit, den Schmerz anderer zu verstehen, weil du ihn selbst getragen hast. Ihre Worte gaben mir Kraft, doch die Wunden meiner Vergangenheit bluteten noch immer.
Nachts plagten mich Albträume, in denen ich Henrys Gewicht spürte, seinen Whisky-Atem roch. Männern zu vertrauen, selbst James, war ein täglicher Kampf. Doch er war geduldig, respektvoll und langsam, ganz langsam begann ich, die Mauern um mein Herz einzureißen. Wir verlobten uns in einer einfachen Zeremonie, umgeben von Miss Carmen, Mrs. Laura und Clara, die inzwischen wie eine Löwin über mich wachte. Alles schien sich zu fügen, bis ein neuer Verrat meine Welt erschütterte. Tante Mabel, die giftige Schlange aus Willow Creek, war nach Savannah gezogen. Ich hatte gehofft, sie nie wiederzusehen, doch eines Tages stand sie vor dem Krankenhaus, ihre Augen glitzerten vor Bosheit. Sie hatte durch Zufall von meinem neuen Leben erfahren, meiner Arbeit, meiner Verlobung, und konnte es nicht ertragen, dass ich trotz allem aufblühte. »Du denkst, du kannst einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen?« zischte sie, als ich nach meiner Schicht herauskam. »Die Leute in Willow Creek reden immer noch. Sie sagen, ihr habt Henry ermordet, und ich werde dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt.« Ihre Worte trafen mich wie ein Schlag. Doch das Schlimmste kam, als ich erfuhr, dass sie Gerüchte im Krankenhaus verbreitet hatte. Sie erzählte Kollegen, ich sei eine liederliche Frau, die ihren Großvater verführt habe, um ihn loszuwerden. Die Lüge war so abscheulich, dass ich vor Wut zitterte. Meine Kollegen, die mich einst respektierten, begannen mich zu meiden. Flüstern folgte mir durch die Gänge. »Hast du gehört, was ihre Tante sagt? Sie soll etwas mit dem Verschwinden ihres Großvaters zu tun haben.« Selbst Dr. Margaret, die sonst so unerschütterlich war, musste sich gegen die Gerüchte wehren, die ihre Abteilung beschädigten. Ich war außer mir vor Zorn. Wie konnte Mabel, die meine Not gesehen und ignoriert hatte, es wagen, mich jetzt zu zerstören? Ihre Grausamkeit war ein Verrat, der tiefer schnitt als Henrys Taten, denn sie kam von einer Frau, die meine Familie hätte schützen sollen. Doch das war nicht das Ende der Prüfungen. Eines Nachmittags, als ich von der Krankenpflegeschule nach Hause kam, fand ich Clara auf der Veranda, einen zerknitterten Brief in der Hand. Ihre Augen waren rot, ihre Hände zitterten. Der Brief war von Miss Lena, unserer alten Nachbarin aus Willow Creek. »Henry lebt«, flüsterte Clara. Ihre Stimme brach. »Er wurde von Fischern gefunden, halb tot, und monatelang in Jacksonville im Krankenhaus behandelt. Er ist jetzt ein Krüppel, kann kaum sprechen, aber er sucht uns. Er will Rache.« Die Nachricht war wie ein Donnerschlag. Ich hatte geglaubt, Henry sei tot, von den Fluten des Baches fortgespült, doch er hatte überlebt. Ein Monster, das sich weigerte zu verschwinden. Meine Wut kochte über. Wie konnte das Schicksal so grausam sein, uns nach all den Jahren wieder in Angst zu stürzen? Clara war panisch, doch ich versuchte stark zu bleiben. »Er kann uns nichts mehr tun, Mama«, sagte ich, obwohl ich selbst zweifelte. »Wir sind nicht mehr die hilflosen Frauen von damals.« Doch die Angst fraß sich in uns hinein, und jede fremde Gestalt auf der Straße ließ uns zusammenzucken. Die Anspannung wuchs, bis eines Apriltages das Undenkbare geschah. Ich kam nach einer langen Schicht nach Hause und sah eine Gestalt am Gartentor stehen. Ein alter Mann, dünn, auf einen Stock gestützt, die rechte Gesichtshälfte schlaff vor Lähmung. Es war Henry. Mein Herz setzte aus. Die Welt schien stillzustehen. Da stand er, der Mann, der meine Kindheit zerstört hatte, der meine Unschuld gestohlen hatte, nun ein Schatten seiner selbst, aber immer noch ein Monster in meinen Augen. »Mary Louise«, krächzte er, seine Stimme verzerrt, kaum verständlich. »Meine Enkelin.« Ich erstarrte, meine Fäuste ballten sich, und die Wut, die ich so lange unterdrückt hatte, brach wie ein Vulkan hervor. »Was willst du?« fauchte ich. Meine Stimme zitterte vor Zorn. »Reden, nur reden«, murmelte er, seine Augen auf den Boden gerichtet. Ich weiß nicht,
woher ich die Kraft nahm, aber ich öffnete das Tor und ließ ihn herein. Vielleicht, weil ich endlich dieses Kapitel schließen musste. Vielleicht, weil ich wissen wollte, ob er es wagte, mich erneut zu bedrohen. Wir setzten uns auf die Veranda, ich auf einem Stuhl, er auf einer Bank, die Distanz zwischen uns wie ein unsichtbarer Wall. »Ich dachte, du wärst tot«, sagte ich, meine Stimme kalt wie Eis. »Fast«, antwortete er. Seine Hand strich über den Stock. »Habe viel verloren. Erinnerung, Kraft, alles.« Ich starrte ihn an, suchte nach dem Monster, das mich einst erdrückt hatte, doch ich sah nur einen gebrochenen Mann. Doch bevor ich etwas sagen konnte, sprach er weiter. »Ich bin gekommen, um Vergebung zu bitten.« Die Worte trafen mich wie ein Schlag. Vergebung? Für das, was er getan hatte? Für die Nächte, in denen ich schreiend aufwachte, seinen Gestank noch in der Nase? Doch dann kam der Moment, der meine Wut in weißglühende Raserei verwandelte. Er hob den Kopf, ein schiefes, fast spöttisches Lächeln auf den Lippen und sagte, »Du bist doch gut davongekommen, oder nicht? Sieh dich an, jetzt eine feine Dame.« Seine Dreistigkeit war unerträglich. Dieser Mann, der mein Leben zerstört hatte, wagte es, meine Stärke als Entschuldigung für seine Taten zu benutzen? »Du denkst, eine Entschuldigung macht das wieder gut?« schrie ich. Meine Stimme brach vor Zorn. »Du denkst, du kannst hierher kommen, nach allem, was du mir angetan hast, und so tun, als wäre es nichts gewesen? Du hast mich zerstört, du hast meine Mutter und Großmutter in Angst leben lassen.« Er zuckte zusammen, doch seine Augen blieben leer, ohne echte Reue. »Ich bin krank«, murmelte er. »Lungenkrebs, nicht mehr lange. Wollte nur sagen, dass ich nie jemanden beschuldigt habe. Sagte, ich sei betrunken in den Bach gefallen.« Seine Worte machten mich nur noch wütender. Er wollte Absolution, wollte sein Gewissen reinwaschen, ohne den vollen Preis für seine Taten zu zahlen. »Du verdienst keinen Frieden«, spuckte ich aus. »Die Sarah, die du verletzt hast, ist tot. Du hast sie getötet. Und ich werde dir nie die Absolution geben, die du suchst.« Er nickte langsam, als hätte er nichts anderes erwartet, und erhob sich mühsam. »Du bist wie deine Großmutter«, sagte er, seine Stimme kaum ein Flüstern. »Stärker als ich.« Dann humpelte er davon, ein erbärmlicher Schatten, der in der Dämmerung verschwand. Ich stand da, zitternd vor Wut, aber auch mit einem seltsamen Gefühl der Erleichterung. Er hatte keine Macht mehr über mich. Doch die Begegnung ließ meine Wunden wieder aufreißen, und die Wut auf Mabel, die unsere Geschichte weiterhin vergiftete, brannte heißer denn je. Ich erzählte Clara nichts von Henrys Besuch. Sie hatte genug gelitten und ich wollte ihr diesen Schmerz ersparen. Doch James, meinem Fels in der Brandung, vertraute ich alles an. Er hörte schweigend zu, hielt meine Hände, die nicht aufhören wollten, zu zittern. »Wir werden nicht zulassen, dass er oder Mabel euch zerstören«, sagte er mit einer Ruhe, die mich erdete. »Du bist stärker als sie alle.« Mit seiner Unterstützung und der von Dr. Margaret beschloss ich, meine Wut in etwas Größeres zu verwandeln. Ich begann, an einem Projekt für ein Frauenhaus zu arbeiten, ein sicherer Ort für Opfer von Gewalt, inspiriert von meiner eigenen Geschichte. Doch Mabel gab nicht auf. Sie tauchte erneut im Krankenhaus auf, diesmal mit einer neuen Lüge. Sarah hat ihren Großvater verführt, um ihn loszuwerden. Ihre ganze Familie ist verdorben. Die Worte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, und ich sah, wie Kollegen, die mich einst respektierten, sich abwandten. Eine Krankenschwester, Helen, die ich für eine Freundin hielt, sagte mir ins Gesicht, »Wenn das stimmt, was deine Tante sagt, hast du hier nichts verloren.« Meine Wut explodierte. »Wie kannst du ihr glauben?«, schrie ich sie an. »Du kennst mich, du weißt, wie hart ich arbeite.« Doch Helen wandte sich ab, und die Zurückweisung schnitt wie ein Messer. Dr. Margaret rief mich in ihr Büro. »Sarah, ich glaube dir«, sagte sie.
Aber wir müssen etwas tun, um diese Gerüchte zu stoppen. Sie half mir, einen Anwalt zu kontaktieren, der Mabel eine Unterlassungserklärung schickte. Doch der Schaden war angerichtet. Meine Reputation war angegriffen und die Wut auf Mabel, diese Frau, die mich als Kind im Stich ließ und nun mein neues Leben zerstören wollte, war unermesslich. Doch ich weigerte mich, aufzugeben. Mit James und Claras Unterstützung kämpfte ich weiter, studierte härter, arbeitete unermüdlich. Als ich schließlich meinen Abschluss als Krankenschwester machte, war es ein Triumph über alle, die versucht hatten, mich zu brechen. Die Zeremonie war ein Moment des Stolzes. Clara weinte, James hielt meine Hand und Dr. Margaret applaudierte laut. Doch selbst in diesem Moment der Freude brannte die Wut auf Mabel und die Ungerechtigkeiten, die sie verursacht hatte, in mir. Kurze Zeit später heirateten James und ich in einer einfachen Zeremonie in einer kleinen Kirche in Savannah. Es war ein Schritt, den ich einst für unmöglich gehalten hatte. Ein Mann, der mich respektierte, der meine Narben kannte und mich dennoch liebte. Doch selbst diese Freude wurde von Mabel getrübt, die anonyme Briefe an unsere Nachbarn schickte, in denen sie unsere Familie als mörderisch bezeichnete. Die Wut, die ich empfand, war nicht mehr nur persönlich. Sie war ein Feuer, das mich antrieb, für andere zu kämpfen. Mit Dr. Margarets Hilfe gründete ich ein kleines Zentrum für Frauen und Kinder, die Gewalt erlitten hatten. Es war meine Art, die Wut, die Mabel und Henry in mir entfacht hatten, in etwas Gutes zu verwandeln. Als ich erfuhr, dass Henry in einem Krankenhaus in Jacksonville gestorben war, allein und verachtet, empfand ich eine seltsame Mischung aus Mitleid und Gerechtigkeit. »Möge Gott seiner Seele gnädig sein«, sagte Clara, »denn ich kann es nicht.« Mabel verschwand aus unserem Leben, doch ihre Giftigkeit hinterließ Narben, die nie ganz verheilen würden. Nun, da ich am Ende meines Lebens stehe, blicke ich zurück auf einen Weg voller Schmerz, Verrat und Wut, aber auch voller Stärke. Ich habe gelernt, dass wahre Kraft nicht in Muskeln oder Gewalt liegt, sondern in der Fähigkeit, nach jedem Fall aufzustehen, die Hand nach anderen auszustrecken und Schmerz in Sinn zu verwandeln. Meine Geschichte ist nicht nur meine, sie ist für jede Frau, jedes Mädchen, das glaubt, es gebe keinen Ausweg. Ihr seid nicht allein, ihr seid stärker, als ihr wisst. Und wenn meine Worte euch erreichen, dann erhebt eure Stimmen, kämpft gegen die Ungerechtigkeit und lasst die Welt wissen, dass wir nicht schweigen werden. Hinterlasst ein 1, klickt auf Gefällt mir und lasst uns gemeinsam die Dunkelheit durchbrechen. L'histoire de Sarah Ann Miller, une femme marquée par des épreuves inimaginables mais qui a su transformer sa douleur en force, est une source d'inspiration profonde. Cette femme, confrontée à l'abus de son grand-père, à la trahison de sa tante Mabel et à une société souvent cruelle, incarne une résilience qui résonne avec les valeurs françaises d'honneur, de persévérance et de solidarité. En tant que Français, nous valorisons l'idée de surmonter l'adversité avec dignité, tout en cherchant à construire une société plus juste. À travers cette réflexion, je partage mes ressentis et les leçons tirées de cette histoire, ainsi que leur application dans notre quotidien, dans un esprit d'élégance et de profondeur propre à notre culture. Tout d'abord, l'histoire de Sarah évoque une colère légitime face à l'injustice. Les abus qu'elle a subis, aggravés par la complicité silencieuse de Mabel et les ragots malveillants d'Evelyn, suscitent une indignation viscérale. Cette colère, loin d'être stérile, devient un moteur pour Sarah. Elle nous enseigne que la colère, lorsqu'elle est canalisée, peut être une force de changement. En France, nous avons une longue tradition de révolte contre l'injustice, des Lumières à mai 68. Cette leçon s'applique à nos vies. Face aux injustices, qu'il s'agisse de discrimination, d'abus de pouvoir ou de jugement hâtif, nous devons transformer notre indignation en action concrète. Par exemple, dénoncer les comportements toxiques au travail ou soutenir des associations locales pour les victimes de violences. La colère, lorsqu'elle est maîtrisée, devient un outil pour défendre la dignité humaine.
Ensuite, la résilience de Sarah face à la trahison est un modèle d'élégance morale. Malgré les mensonges de Mabel, qui l'accusait d'avoir séduit son grand-père, Sarah ne s'est pas laissée définir par ces calomnies. Elle a choisi de se battre pour son avenir, devenant infirmière et fondant un refuge pour femmes victimes de violences. Cette capacité à transcender la douleur reflète une valeur française chère, l'art de vivre avec grâce malgré les épreuves. Dans nos vies, nous rencontrons tous des trahisons, petites ou grandes, un ami qui nous juge, un collègue qui nous discrédite. La leçon ici est de ne pas laisser ces attaques nous réduire. Comme Sarah, nous pouvons choisir de nous élever en cultivant nos passions, en poursuivant nos objectifs et en entourant de personnes qui nous valorisent. Cela demande du courage, mais aussi une foi en soi-même, une qualité que les Français admirent dans des figures comme Simone Veil, qui a surmonté l'horreur pour défendre les droits des femmes. Un autre aspect poignant est la solidarité féminine qui soutient Sarah. Sa mère Clara, sa grand-mère Rose, Miss Carmen, Mrs. Laura et Dr. Margaret forment un réseau de femmes qui, malgré leur propre lutte, l'aident à se reconstruire. Cette sororité évoque l'esprit français de communauté, où l'on se serre les coudes face à l'adversité, comme dans les cercles d'entraide des villages ou les mouvements féministes modernes. La leçon est claire. Nous ne sommes pas seuls. Dans nos vies, nous devons chercher et offrir du soutien. Cela peut être aussi simple que d'écouter un ami en détresse, de mentor un jeune collègue ou de participer à des initiatives communautaires. En France, où les cafés et les places publiques sont des lieux de connexion, renforcer ces liens est essentiel pour bâtir une société plus humaine. Enfin, l'histoire de Sarah nous confronte à la complexité du pardon. Lorsque Henry, son grand-père abuseur, réapparaît pour demander pardon, Sarah refuse, affirmant que la petite fille qu'il a brisée n'existe plus. Ce refus n'est pas de la rancune, mais une revendication de sa dignité. En France, où l'on débat souvent de justice et de réconciliation, cette posture nous rappelle que le pardon n'est pas une obligation. Il doit être un choix libre, respectueux de nos blessures. Dans nos vies, nous pouvons apprendre à poser des limites avec ceux qui nous ont fait du mal, tout en trouvant la paix intérieure par d'autres moyens, l'écriture, la thérapie ou l'engagement social. Sarah transforme sa douleur en action, fondant un centre pour aider d'autres victimes. Une démarche qui incarne l'idée française de donner un sens à la souffrance. En conclusion, l'histoire de Sarah Ann Miller est un miroir des luttes humaines, mais aussi un phare d'espoir. Elle nous apprend à canaliser la colère, à transcender la trahison, à chercher la solidarité et à définir nos propres termes de pardon. Ces leçons, ancrées dans des valeurs françaises de dignité et de justice, nous invitent à vivre avec courage et élégance, même dans les moments les plus sombres. Appliquons-les en étant des acteurs de changement dans nos communautés, en soutenant ceux qui souffrent et en refusant de nous taire face à l'injustice. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec un simple « 1 » pour montrer votre soutien aux survivants comme Sarah. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de résilience. Ensemble, brisons le silence et donnons une voix à ceux qui luttent. Merci de faire partie de cette communauté d'espoir.